Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce séminaire spécial Summer Trading Challenge. Ce soir, on s'intéresse à la stratégie, comment bâtir votre stratégie avec Day by Day et on sera accompagné de Valérie Gastaldi, directrice générale de Day by Day. Je te laisse te présenter en une petite minute, Valérie. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie. J'ai commencé à travailler sur les marchés financiers en 1985 après une formation d'école de commerce, on m'a tout de suite mis le pied à l'étrier de l'analyse technique. Je pensais que c'était la panacée et en fait, je me suis rendu compte que c'était un outil seulement et pas du tout un moyen de prévoir. Depuis, j'ai beaucoup pratiqué. Je continue à beaucoup pratiquer parce que je trouve que c'est l'outil le plus efficace pour prendre des décisions sur les marchés financiers, mais il faut le manier avec modération. On peut en faire, on peut développer. Je vous incite à développer votre propre méthode. Je vais vous donner des éléments de la mienne pour prendre des décisions d'achat ou de vente ou de ne rien faire sur les marchés à tout moment en fonction de ses propres objectifs. Voilà. Et donc tous les jours, c'est ce que je fais pour des clients qui ont des objectifs qu'ils nous expliquent, qu'ils souhaitent rejoindre, et j'essaye de les aider à rejoindre ces objectifs. Parfait, merci beaucoup. Et je suis Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG. Donc, pas mal d'entre vous doivent déjà me connaître. Et pour les nouveaux, eh ben, on s'occupe avec l'équipe New Business de vous faire entrer dans le monde d'IG et puis vous permettre d'investir, de prendre un petit peu vos finances en main. Alors, avant que nous démarrions dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, à l'écrit, dans la fenêtre questions, que vous entendez bien et que la présentation est bien visible à l'écran? Je vous laisse nous écrire un petit oui ou un petit OK. Parfait. On nous confirme que c'est bon. Eh bien, c'est parti. Je te laisse la main, Valérie, et on va démarrer tout de suite. Alors, j'en profite pendant que Valérie prend la main pour vous rappeler que c'est vraiment un webinaire qu'on fait pour vous qui est participatif. Vous avez cette fenêtre question là que vous avez appris à utiliser pour nous confirmer que tout fonctionnait bien. Donc vraiment, dès que vous avez une question, que quelque chose n'est pas clair ou si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas. Vous nous posez la question et moi, au fur et à mesure, je pourrai lire les questions et puis Valérie y répondra. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je te laisse la parole, Valérie. Merci beaucoup. Alors, je crois que tu es en mute, Valérie. On ne t'entend pas. Oui, pardon, j'avais mis le mute. Voilà. Donc je vous disais, on va commencer par quelques questions auxquelles on va essayer de répondre pour vous aider à cadrer une méthodologie pour ces 10 jours de trading auxquels vous comptez participer. Pourquoi une méthodologie et pourquoi ce cadrage? Parce que quand on regarde un graphique, on peut y voir énormément de choses et qu'on a plein de graphiques différents qu'on peut regarder, qu'il faut savoir lesquels utiliser pour rejoindre ces objectifs. Donc ça va être notre départ. Et puis après, on va naviguer sur des graphiques en temps réel. J'ai mon router, enfin c'est plus router, maintenant ça s'appelle Icon, Refinitiv, etc. Enfin bref, ma station de travail sur laquelle on peut tout trouver. Et puis on cherchera ensemble des opportunités, comment s'adapter, comment bâtir une stratégie sur un ensemble de sous-jacents qui pourraient vous intéresser ou que je peux trouver intéressant. Alors donc, la première question, c'est vous allez faire un concours, combien faut-il que vous fassiez d'opérations? Alors, c'est pas quelque chose qui est, je propose pas une vérité, hein, mais en tout cas, moi, quand on m'a posé cette question, est-ce que Day by Day vous voulez participer? J'ai réfléchi à ce que ça voulait dire de participer sur 10 jours. Je me suis dit, d'une façon générale, si on fait un concours de trading pour que le résultat reflète notre travail, notre méthode, et non pas
le hasard d'un moment qui nous est favorable ou qui ne l'est pas, etc. Mais il faut quand même qu'on fasse un certain nombre d'opérations. En finance, très souvent, on dit que l'infini, ça commence à 13. En finance et en statistique. C'est-à-dire que ça converge très vite. Une fois qu'on a passé 13 opérations, en fait, on arrive très vite à converger sur un résultat qui est relativement probant et qui va être relativement stable dans le temps, sauf à être dans des conditions absolument exceptionnelles. Donc déjà, sur 10 jours, il va falloir viser 15 opérations. Alors quand je dis viser 15 opérations, peut-être qu'il y en aurait 20 ou 25 qui seraient faites, peut-être qu'il n'y en aurait que 12, 13, mais en tout cas, descendre en dessous de 10, c'est plutôt se laisser soumettre son résultat au hasard, et monter au-dessus de 30, c'est peut-être se fatiguer beaucoup pour pas forcément énormément de valeur ajoutée. Alors, j'essaye de changer de slide. Alors, ces 15 opérations, donc je vais raisonner avec 15. Ces 15 opérations, on ne va pas toutes les ouvrir le même jour parce que tous les jours, le marché change, les opportunités changent, etc. On ne va pas tout ouvrir le même jour. Comme on a 10 jours de trading, on peut se dire qu'on va passer la première moitié du concours à vraiment ouvrir les opérations, donc les 5 premiers jours, et puis que la deuxième partie du concours, on va surtout clôturer les opérations. En tout cas, si pendant la première semaine, justement, on a bien réussi à ouvrir nos 15 opérations. Donc, ça veut dire qu'on va ouvrir, en gros, 3 opérations par jour. Alors, ça ne va pas toujours être 3 opérations. Peut-être qu'il y a des jours où ça sera 2, peut-être qu'il y a des jours où ça sera 4. Mais vraiment, évitez de ne rien faire un certain jour et d'en faire 10 le lendemain. Parce que ça voudrait dire que vous pensez qu'il y a un jour où vous ne savez pas du tout ce qui va se passer et l'autre où vous savez très bien ce qui va se passer. Et sincèrement, je vous le répéterai sans doute plusieurs fois, quand on fait du trading, il faut penser tous les jours qu'on ne sait pas. Voilà. Et dites-vous aussi que quand vous pensez que vous ne savez pas, mais les autres, ils sont dans les mêmes conditions que vous et ils en savent en fait pas plus que vous. Ils ont peut-être une impression différente, mais la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous ne sait ce qui va se passer demain et qu'on est tous à égalité là-dessus. Voilà. Donc, forcez-vous à ouvrir des opérations, au moins 2 tous les jours, et interdisez-vous d'en ouvrir trop en vous disant non mais là aujourd'hui c'est évident, le marché il va s'effondrer ou alors il va exploser demain, donc je bourre, parce que ça s'appelle généralement un excès de confiance et que ça se termine pas très bien, les excès de confiance. Voilà, donc en moyenne, 3 opérations par jour la première semaine, et puis la semaine 2, on clôture les opérations au fur et à mesure. C'est un cadre, peut-être qu'il y a des opérations que vous allez clôturer dès le lendemain du jour auquel vous les aurez ouvertes, parce que ça se sera très bien passé ou très mal passé tout de suite. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres que vous forcerez à clôturer au bout de 10 jours. Mais c'est un objectif. Alors, si on veut ouvrir 3 opérations par jour, quel graphique faut-il regarder? Sur quel graphique faut-il chercher? Comme on a des opérations qui vont durer en moyenne à peu près 5 jours de bourse. Dans un jour de bourse, on ouvre à 9 h, on clôture à 17 h. En gros, bien entendu, j'arrondis, c'est-à-dire qu'on a 8 heures de cotation. Donc, en 5 jours de bourse, on a 40 heures de cotation. Alors, quand je me demande le graphique qu'il faut utiliser pour avoir les bons horizons de temps, j'ai une règle que j'utilise, qui est une règle qui n'est pas du tout stricte, mais que je vous propose, ce qui peut peut-être vous aider à vous y retrouver. Je me dis qu'un graphique permet de voir 10 barres plus loin à partir de 180 barres de passé. Vous pouvez utiliser plus de 180 barres de passé et parfois vous ne voyez pas 10 barres plus loin, mais plutôt 20. Parfois, ça va se produire à 7 barres plus loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un graphique en barres quotidiennes, vous allez avoir une visibilité sur les mouvements qui peuvent se produire en gros dans 2 semaines ou 3 semaines. Et quand vous avez un graphique en barres quotidiennes, il faut impérativement
que vous ayez au moins 8 mois d'affiché à l'écran, plutôt 12 mois. C'est ce type d'ordre de grandeur. Donc, si vous avez un graphique en barre quotidienne avec 12 mois d'historique, ça va vous permettre d'initier des opérations dont l'objectif est de durer plus ou moins 2 ou 3 semaines. Donc là, on veut faire des opérations sur 5 jours de bourse, c'est-à-dire sur 40 heures. Et du coup, avec ma règle, on va utiliser des graphiques qui sont en barre 4 heures à peu près. Parce que 10 barres de 4 heures, ça nous fait 40 heures. Donc, ça nous fait bien dans 5 jours. Alors, vous ne le prenez pas de façon absolue, mais ce que l'on va chercher comme opportunité, ça pourrait être sur des graphiques en 2 heures ou des graphiques en 4 heures. On pourra raffiner les points d'entrée sur des graphiques à la rigueur en 2 heures ou en 1 heure. Mais si vous regardez des graphiques en base hebdomadaire, vous n'avez aucune chance d'arriver à clôturer les opérations avant la fin du concours. Et si vous regardez des graphiques en base 5 minutes ou 10 minutes ou même une demi-heure, vous allez sans doute vous retrouver à traiter sur des horizons de temps très courts. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que traiter sur des horizons de temps courts, c'est moins risqué, etc. Mais en fait, pas du tout. Plus les horizons de temps sont courts et plus vos concurrents, les gens qui travaillent sur les marchés sur des horizons de temps courts, sont en fait des ordinateurs, qui pensent en tout cas beaucoup plus vite que moi. Peut-être pas plus vite que vous, mais plus vite que moi, ça c'est sûr. Et plus vite que la moyenne des gens, c'est à peu près acquis aussi. Donc, vous avez très peu de chances de gagner face à des ordinateurs. Donc, et évitez d'aller sur les horizons de temps les plus courts parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles pour dégager des profits à l'aide d'une méthodologie. Ce sont les ordinateurs qui sont sur ces horizons de temps-là. Alors, que faut-il chercher sur nos graphiques en base 4 heures ou en base 2 heures? Moi, ma méthodologie, d'autres personnes vont vous en exposer d'autres. Moi, je vous donne la mienne et j'ai des convictions assez fortes sur ce qu'il faut faire. Il faut chercher des tendances solides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tendance solide selon moi? D'abord, c'est une tendance, bien entendu, qui est déjà haussière ou baissière de préférence. Et ensuite, une tendance qui est haussière ou baissière affirmée, c'est-à-dire dans laquelle on trouve une polarité. Donc là, on n'est pas dans… Je vais vous faire des petits rappels d'analyse, mais l'objectif, c'est plus d'aller vers des stratégies que vers de l'analyse. Donc une polarité, c'est quand, une fois que vous avez dépassé un sommet, eh bien, quand vous rebaissez, vous venez prendre appui sur le sommet précédent. Donc, vous voyez le petit trait rouge ici, eh bien, c'est un niveau de polarité parce que le creux est au niveau du sommet précédent. Une polarité haussière, c'est un synonyme de tendance haussière forte. Donc, c'est ce qu'on cherche sur un graphique pour des achats. Vous allez chercher l'opposé pour des ventes. Et en fait, non seulement vous voulez avoir ça sur votre graphique 4 heures, qui est notre travail principal, mais vous voulez aussi avoir ça a priori sur votre graphique d'horizon temps inférieur, donc 1 heure ou 2 heures, et sur votre graphique d'horizon de temps supérieur, c'est-à-dire en base quotidienne. Et vous voulez aussi avoir ça. Vous voulez aussi choisir un sous-jacent, donc une action ou une devise qui appartient à une famille de tendances solides. Qu'est-ce que c'est qu'une famille de tendances? C'est plus simple à illustrer sur les actions. Si vous voulez traiter sur Peugeot, eh bien, vous allez vérifier que Peugeot est en tendance haussière en horizon de temps 2 heures, en horizon de temps 4 heures, en horizon de temps quotidien, et vous allez vérifier que le secteur automobile européen est en tendance haussière, l'indice CAC 40 est en tendance haussière et l'indice européen Stock 600 est en tendance haussière. Plus vous allez aligner de réponses oui à chacune de ces questions, plus la probabilité que cette tendance dure et donc vous aide à rejoindre vos objectifs sera importante. Si vous avez la moitié des tendances qui sont baissières et la moitié qui sont haussières, donc par exemple, vous vous dites le secteur automobile, il est plat, l'indice, il est baissier, mais Peugeot, enfin Peugeot, ça n'existe plus, Stellantis, excusez-moi, je suis vieux jeu, mais Stellantis, elle va monter. Bon, j'en doute, vous êtes en train de chercher une aiguille dans une potte de foin, c'est pas une bonne idée. Cherchez quelque chose qui vous donne une plus forte probabilité
raison. Alors, si vous n'êtes pas sur les actions, mais que vous êtes sur des devises, bien chercher, regardez plein d'autres crosses. Donc, si vous voulez traiter l'euro, vérifiez que, si vous voulez traiter l'euro-dollar, regardez ce que fait l'euro sterling, regardez ce que fait l'euro australien, regardez ce que fait l'euro suisse. Même si ce ne sont pas des outils sur lesquels vous pouvez traiter, juste regardez leurs tendances et leur comportement pour savoir si l'euro est fort contre toute devise, ou bien alors si vous avez choisi uniquement le cross sur lequel l'euro est fort, alors que face à toutes les autres devises, l'euro est faible. Hein? Donc voilà, il faut que vous ayez en tête comme ça des familles qui vont vous aider à évaluer la force de la tendance sur laquelle vous voulez vous investir. Je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'une tendance haussière et une tendance baissière. Une tendance haussière, c'est une tendance dans laquelle on a alterné 2 creux et 2 sommets en hausse. Donc, il faut qu'ils se succèdent. Il ne faut pas qu'il y ait 2 sommets en hausse, puis 2 creux, plus bas, mais qui montent après. Il faut bien que ça soit sommet, creux, creux. Tendance baissière, c'est l'opposé. Tout ce qui ne répond ni à une tendance haussière, ni à une tendance baissière, c'est plat. Donc, quand vous avez 2 sommets qui montent et 2 creux qui baissent, c'est une tendance plate. Quand vous avez 2 creux qui montent, mais 2 sommets qui baissent, c'est une tendance plate aussi. C'est très important de revenir continuellement à cette base de la définition de la tendance. Voilà, là, vous voyez les 2 sommets que j'ai tracés en rouge, les 2 creux qui sont en vert, ils sont bien alternés et tout est bien en hausse. Alors que pour la tendance baissière, on a bien les creux qui sont en baisse, les sommets qui sont en baisse eux aussi, et ils sont bien intercalés. Alors que vous voyez les tendances plates, vous avez les sommets qui montent, les creux qui baissent, ou alors les sommets qui baissent et les creux qui montent. Dans une tendance, il y a toujours un niveau d'invalidation. Ce niveau d'invalidation, c'est le niveau qui interrompt la tendance. Alors, c'est pas compliqué, une fois qu'on a posé la définition de la tendance, j'ai fait un petit dessin là que vous pouvez voir avec un trait noir. Et après, il y a 2 baisses. Une baisse avec un trait gris clair et une baisse avec un trait marron. Eh bien, la baisse, tant qu'elle est au-dessus du trait rouge que j'ai appelé invalidation, elle ne remet pas en cause la tendance haussière. Parce que imaginez que ce soir, le marché se soit arrêté sur le point gris, là, sur la ligne grise, si demain ça monte, on sera toujours en tendance haussière, hein, puisqu'on aura toujours notre succession de creux et de sommets orientés à la hausse. Alors que si ce soir, le marché s'arrête sous le niveau rouge, comme le montre le trait marron, là, on sait qu'on n'est plus en tendance haussière. La tendance haussière est achevée. On est en tendance neutre. On n'est pas en tendance baissière. On est en tendance neutre. Donc, si on est en tendance neutre, on ne va pas chercher le même type d'opportunité. On ne va pas construire sa stratégie de la même façon. Et si possible, d'ailleurs, on l'évite. Sauf si on n'a que ça à faire. On peut quand même faire des stratégies en tendance neutre. Ce n'est pas les mêmes. Alors, tout ça, cette partie analyse, c'est parce que ça va vous permettre tous les soirs ou tous les matins, selon ce que vous préférez, de faire une liste de sous-jacents que vous allez trouver particulièrement intéressants et sur lesquels vous allez vous préparer à traiter dans la journée. Mais vous allez attendre, après, dans la journée, il faudra regarder l'écran. Il faut faire 3 opérations par jour, donc toute la matinée, au moins une fois toutes les demi-heures, je dirais, hein. Pour savoir si est-ce qu'on est au bon prix pour que j'achète cette valeur que j'ai trouvée intéressante, ou ce cross, est-ce que je vais le vendre, est-ce qu'il a suffisamment rebondi, etc. Et donc, les 2 moments idéaux pour traiter, ça va être soit quand on revient très près du niveau d'invalidation, soit quand on est simplement à 38% de la tendance précédente. C'est les 2 niveaux idéaux pour traiter quand on est en tendance. Alors, je vous rappelle autre chose maintenant. À partir du moment où vous avez fait vos groupes de valeurs sur lesquels vous voulez investir, soit vous êtes en tendance positive ou négative, mais en tout cas, vous êtes en tendance. Et donc, je vais faire comme si on était en tendance positive, hein. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous allez chercher, c'est des achats sur repli. Donc, vous allez acheter des actions
quand elles arrivent tout près du niveau d'invalidation de la tendance. Sur mon graphique de tout à l'heure, c'est le jour où vous avez le trait gris, le jour ou bien enfin à la fin de la barre. Hein, je parle en jour, mais ça peut être votre barre 2 heures ou votre barre 4 heures. Si elle revient tout près du niveau d'invalidation que vous avez identifié, ben c'est le moment d'acheter. Ou alors, si on revient à 38% de la tendance précédente, c'est le moment d'acheter. Et quand est-ce que ça va être le moment de vendre? Ben, vous allez essayer d'accompagner la tendance le plus possible. Ne vous précipitez pas pour vendre. Une fois que vous êtes entré dans une tendance qui est positive et que vous avez acheté, essayez de laisser courir le plus longtemps possible pour maximiser votre profit. Si la tendance est neutre, alors en fait, il faut faire exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut vendre les actions qui donnent l'impression qu'elles ont beaucoup monté. Et il faut acheter les actions dont on trouve qu'elles ont beaucoup baissé. Et il faut sortir au plus vite. Dès qu'on gagne un peu d'argent, alors un peu, on peut le définir, hein, on va en parler, il faut quand même que ça représente quelques barres. Mais dès qu'on a eu raison pendant 2 barres ou 3 barres, il ne faut pas chercher à rester plus longtemps parce que quand on est dans une tendance neutre, en fait, on a très très peu de visibilité. Le marché se retourne dans tous les sens très rapidement et donc on n'est pas porté par une tendance, justement. Et donc, si on n'est pas porté par une tendance, le temps ne joue pas pour nous. Parce que l'avantage de la tendance, c'est que quand on est dans une tendance haussière, eh ben, si on attend sans rien faire, la tendance, elle nous donne de l'argent. Quand on est dans une tendance neutre, si on attend sans rien faire, il ne se passe rien. Voilà. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant une tendance neutre. Alors, Alors, dans j'ai la une pratique, question, justement, oui. Valérie, sur quelque chose que tu disais. Morgan nous demandait si c'était une bonne idée de trader tous les jours, parce qu'il disait, il faut donc recommencer les analyses tous les jours. Ah ben absolument. Ben oui, parce que là, on est sur un concours qui dure 10 jours, donc il faut recommencer tous les jours. Si vous étiez sur un concours qui dure 2 mois, vous pourriez faire vos analyses tous les 3 jours, hein. À la rigueur toutes les semaines. Mais à partir du moment où le concours dure 10 jours, bah, il faut tout le temps travailler, hein. Oui, on est sur des horizons de temps qui sont très courts, les choses changent très très vite. La tendance peut se retourner en une demi-journée. Et ce que vous avez pensé le lundi matin, vous allez peut-être devoir le modifier le mardi matin. Donc, il faut recommencer les analyses tous les jours. Alors, je vous souhaite qu'il y ait un petit peu plus de stabilité dans ce concours, que vous bénéficiez d'une période un petit peu plus stable, mais ce n'est pas sûr. Donc, il faut être prêt à tout. Hein, d'accord? Et il y a une question là, je vois, qui demande si vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Oui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne ma méthodologie, mais vous avez peut-être déjà la vôtre. Mais si vous êtes ici, c'est pour avoir des points de vue différents et pour essayer de capter des informations différentes. Mais vous pouvez ouvrir et fermer toutes les 30 secondes si vous voulez. Moi, ce n'est pas ce que je ferai, ce n'est pas ce que je vous conseille. Est-ce qu'on traite une autre question tout de suite, Maëva, ou Non, on c'est demande… parfait. C'est parfait. OK, alors en fait, maintenant ce que j'aimerais savoir, c'est si vous préférez qu'on parle plutôt tout de suite là d'indices, de devises ou d'actions, parce qu'on peut partir, là on va aller regarder des graphiques et on peut regarder tout ce que vous voulez comme graphique. Donc il faut juste me donner des indications de ce qui vous ferait plaisir pour qu'on parte plutôt par là. Donc pour le moment, bon, les devises, c'est pas ce que vous préférez. Hein? Alors, donc je change mes écrans pendant que vous votez et j'ai action. Donc c'est 45% indice, 40% action. On va dire que c'est un petit peu équilibré. Donc de toute façon, ça se traite plutôt ensemble. 63% ont voté. Bon, je vous ai dit qu'à partir de 13, c'était l'infini, donc 63%, vous êtes bien plus que 13. On va dire que ça n'a plus beaucoup bougé ce sondage et que, a priori, c'est les indices qui gagnent, mais très proche des actions. Alors, on va commencer par les indices. Alors,
moi, je ne connais pas l'univers d'IG par cœur. Je sais que, bien sûr, il y a le France 40, l'Allemagne 40 maintenant aussi, les États-Unis 30, etc. Mais quand vous faites votre analyse, vous n'êtes pas obligé d'analyser ce sur quoi vous allez traiter. Comme je vous ai dit, travailler sur des familles. Donc, si vous travaillez après sur un indice américain, comme États-Unis 30 ou États-Unis 500, je ne sais pas si, je crois qu'il y a les deux, hein, Maëva, peu importe celui sur lequel vous travaillez, vous avez intérêt à vérifier ce que fait l'autre, parce que c'est rare que les indices partent en sens opposé. Et s'ils partent en sens opposé, eh bien, ça vous donne une indication justement sur le type de marché dans lequel vous êtes. Donc, pour l'Europe, par exemple, moi, quand je travaille sur l'Europe, je commence toujours par regarder l'indice Stoxx 600. Sur l'écran là que vous voyez, on voit bien mon écran avec deux graphiques. Alors, pas encore, on voit encore le sondage. Ah bon? Alors, je pense Alors, qu'il il faut faut peut-être que juste je ferme cliquer. le sondage. Voilà, ça y est, c'est Voilà. parfait. On voit bien. OK. Je ne savais pas que vous voyiez le sondage pendant que vous étiez sondé. Donc, sur mon écran, là, il est en deux parties. La partie de gauche, c'est 2 ans en données quotidiennes. Et la partie de droite, c'est 10 ans. Mais on va juste le faire très rapidement parce qu'on est quand même dans une situation importante qu'il faut que vous ayez en tête. Sur le Stoxx 600, donc le Stoxx 600, c'est un indice pan-européen avec des valeurs anglaises, suisses, enfin toutes devises. C'est pas la zone euro, c'est l'Europe et de 600 valeurs. Donc un indice très large, relativement stable. Eh bien, cet indice, on va d'abord regarder 10 ans. Bah, sur 10 ans, vous voyez que les sommets sont plutôt orientés à la hausse et on a eu ici ce gros problème en 2020. Alors attendez, je pense que je peux, voilà. Est-ce que vous voyez mon curseur là ou pas? Mode normal sans dessin. Bon, j'aimerais que vous voyiez ma souris quand je la bouge pour que je puisse vous montrer des choses à l'écran. Donc, on a eu le choc de Covid, bien entendu, mais sinon, on a quand même globalement une orientation qui est haussière. Seulement, on n'a pas encore rejoint de nouveaux sommets depuis l'invasion de l'Ukraine, en gros, enfin 2022, avant l'invasion de l'Ukraine en Europe. Sur 2 ans, bah, c'est encore plus flagrant puisqu'on n'a pas non plus rejoint de nouveaux sommets en 2023 depuis le mois de février. Alors, on a fait des sommets, mais marginaux. Enfin, en fait, on est à plat sur les sommets, mais on a des creux qui sont en hausse. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur l'Europe en général, le long terme, il est haussier. Mais ce qu'on va appeler le moyen terme pour le concours, déjà ici, il est plutôt plat sur le Stoxx 600. Et maintenant, je vais changer mon horizon de temps et je vais mettre… Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, là, ça, c'est mon écran que je voulais prendre pour les actions. Voilà, donc là, je vais prendre 3 mois en 1 heure. Alors, 4 heures, 3 heures, hourly, voilà. Et puis là, je vais me mettre en 4 heures, voilà, et je vais mettre 6 mois d'historique. Donc, Stoxx 600, toujours, que vous ne pouvez pas traiter, mais c'est pas grave, c'est notre cadre. Alors, sondage, hein, qu'est-ce que vous feriez, vous, sur le Stoxx 600 pour le concours? Je vais donc, pouf, quelle tendance, non, c'est pas celui-là. Est-ce que vous voulez plutôt acheter ou vendre ce Stoxx 600? Voilà, donc on va voir 17%, 25%. Bon, bah, vous êtes plutôt vendeur, hein, vous avez plutôt envie de vendre. Alors, est-ce que vous avez à peu près tous répondu? On en est à 58%. Bon, alors,
Vous avez répondu, mais vous avez le doigt sur la gâchette, hein, donc, a priori, vous avez déjà préparé vos stratégies pour le concours. Ah, on commence à avoir quelques acheteurs qui sont venus. 68-32, ça a un petit peu bougé. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu moins intense, mais bon, je pense Un pas que petit la peu moins tendance se intense. retournera néanmoins. Bon, alors, le matin ou le soir, quand vous voulez, ce que vous devez faire, c'est l'analyse. Alors, vous vous souvenez de, selon ma méthode, ce qu'on commence par faire, c'est regarder la tendance. Alors, si vous regardez ce graphique, je vous ai dit qu'on allait regarder la tendance sur le graphique en 4 heures. Sincèrement, quelle tendance pensez-vous qui se dégage sur ce Stoxx 600? Donc, je vais vous poser, donc vous vous souvenez que je vous ai donné des règles, hein. Je vous ai dit, si vous avez des sommets qui sont en baisse intercalés avec des creux qui sont en baisse, c'est baissier. Si vous avez des sommets qui sont en hausse avec des creux qui sont en hausse, c'est haussier. Et puis, dans tous les autres cas qui sont litigieux, pas clairs, c'est neutre. Donc, qu'est-ce que vous voyez là comme tendance? Bon, alors, vous êtes relativement cohérent, hein, pour le moment, parce que vous êtes seulement 5, enfin moyennement cohérent quand même, parce que vous êtes 4% à être haussier, Mm, alors que vous étiez 30% à vouloir acheter, ouais. et vous êtes 50% baissier, vous étiez 70% à vouloir vendre. Donc, vous Ouais, êtes c'est assez serré là 45% entre à les dire neutres et les que c'est baissiers. neutre. Ouais. Alors, moi, ma lecture de ce graphique, c'est que effectivement, on a depuis le mois de mai des creux qui sont légèrement orientés à la baisse sur le Stoxx 600. Mais les sommets ne sont quand même pas très, très baissiers. Et on n'a aucune polarité. Vous vous souvenez, je vous ai dit, une tendance solide, c'est une tendance qui présente des polarités. Donc, une tendance dans laquelle on va vouloir acheter ou vendre et se laisser porter, et celle qu'on va favoriser, donc, c'est quand on a des polarités. Non seulement on a les creux et les sommets qui sont inclinés, comme il le faut, mais en plus on a des polarités. Et là, on n'a pas de polarité. Donc, c'est pas super sexy parce que c'est avant tout neutre. Il y a un très, très légèrement, très, très léger biais baissier sur les horizons de temps qui sont courts, mais souvenez-vous qu'on a vu tout à l'heure les horizons de temps plus longs et que eux, ils ont des biais qui sont haussiers. Donc, là-dedans, c'est neutre, quoi. C'est franchement pas très marqué. Alors, on va regarder ce qui se passe aux États-Unis sur le S&P 500. On va rester sur les horizons de temps les plus courts. On va pas tout refaire parce qu'il est 7h34 et qu'on peut pas tout faire. Est-ce que je peux relancer une... Ah ben, ils sont fermés, les sondages, on ne peut pas les refaire apparemment. Parce que j'aimerais bien savoir, Dis-moi, là, sur le dis-moi Valérie, S&P, parce que je vais, oui, je peux peut-être en faire un. Dis-moi ce que tu et ben, voudrais. quelle est la tendance, là, sur le S&P 500? Mais c'est même pas la peine de le faire, celui-là, parce que est-ce qu'on est d'accord que celui qui me dit que la tendance est baissière, je lui offre une paire de lunettes, hein. Ouais, On est au plus haut. effectivement. On part en bas à gauche et on arrive en haut à droite. Et en gros, il y a des polarités, il y a plus que des polarités récemment. Sur le graphique de gauche, qui est le graphique en base 1 heure, ben vous voyez que la dernière baisse que l'on a eue, celle du 26 juin, elle n'est même pas allée tester le sommet du 5 juin. Sur le graphique en 4 heures, à droite, c'est la même chose. On n'est pas retourné encore sur les précédents sommets. Donc, et on est déjà en train de franchir les sommets précédents. Donc, la tendance sur le S&P 500, elle est haussière. Donc, une fois encore, attention quand vous vous précipitez à regarder les indices européens, c'est qu'on a des indices américains qui sont en train de monter. Alors, ça arrive que les indices aient des directions opposées. Mais sincèrement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, faites des choses quand tous les indices sont alignés. Là, actuellement, ce que l'on voit, c'est que les indices américains, on ne peut pas encore les vendre. Donc, si vous voulez vendre, il faut que vous attendiez que les indices américains soient dans une situation où vous puissiez les vendre. Bon, pour le moment, ils sont en tendance haussière, vous ne pouvez pas les vendre.
Enfin, vous pouvez, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est pas une règle du concours qu'a fixé IG. Moi, c'est une règle que je me fixe et que je vous propose de partager parce que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Vendre un indice qui est au plus haut, la probabilité pour que ça marche, elle est super faible. De temps en temps, ça marche, hein, mais le plus souvent, ça marche pas. Si le S&P 500 commence à donner un signal de vente, alors là, vous pouvez peut-être vous dire, mais attends, le CAC 40, enfin, pour le moment, on n'a pas regardé le CAC 40, mais le stock 600 et les indices européens, ils étaient beaucoup plus faibles. En fait, ils étaient neutres quand le S&P 500 était haussier. Donc, en fait, c'est eux que vous avez intérêt à aller vendre à partir du moment où le S&P 500 vous dit qu'il commence à faiblir. Parce que les indices européens, ils sont beaucoup moins demandés et les gens n'en veulent pas autant que des indices américains. Je sais, ça peut changer, mais l'hypothèse de base, c'est que quand il y a une tendance, la tendance se poursuit. Donc, si on n'est pas d'accord avec ce principe-là, en fait, on ne peut pas parler d'analyse technique puisque c'est le principe de base de l'analyse technique. Donc, S&P 500, il est haussier le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne tape pas Nas? Tac. Voilà, le Nasdaq, comme vous le savez, depuis quelques jours, il est un petit peu moins fort que le S&P 500. Pourquoi il est moins fort? Parce que vous voyez, lui, il n'a pas encore dépassé les sommets de mi-juin. Il reste en dessous. Hein, il a ouvert un gap haussier aussi, mais il est toujours en dessous de ses précédents sommets. Donc, en ce moment, on a plutôt intérêt à acheter les valeurs du S&P 500 que les valeurs du Nasdaq. On va revenir en Europe. On va regarder le CAC. Le CAC en Europe, c'est moins bien. Hein. C'est pour ça que vous avez un petit peu envie de vendre. C'est parce que on voit pas très bien dans quelle tendance c'est. Mais pourtant, regardez mon graphique ici à droite. Donc le graphique en 4 heures, celui sur lequel je vous ai conseillé de repérer les tendances. Eh bien, quelle est l'organisation des creux et des sommets successifs? Alors, vous allez me dire, c'est trop long terme, mais vous avez quand même un creux au mois de mars autour de 6800, puis après 2 creux à 7100 qui interviennent en juin, et précédemment, vous aviez eu un sommet en février quasiment à 7004. Après, il y a eu le creux du mois de mars, et puis après, vous avez fait un nouveau sommet qui était quasiment à 7006 au mois d'avril, et puis après on a baissé, on est revenu à 7100. Donc en fait, on a la succession de creux et de sommets ascendants. Donc le CAC 40 sur un horizon de 1 semaine à 2 semaines, ce qui peut se passer, le plus probable que l'on doit avoir en tête, c'est qu'il va monter. Quand on se met sur un graphique 1 heure, donc le graphique de gauche, c'est moins évident parce que là, si on regarde les 2 derniers creux sur le graphique 1 heure, ils sont à peine haussiers. Hein. Il y en a un début juin et puis il y en a un fin juin, 26 juin. Bon, ils sont plats. Hein. Il y en a un qui est en dessous de 7100, l'autre qui est au-dessus de 7100, mais pour moi, c'est du plat. Et les sommets, aujourd'hui, on a réussi un tout petit peu à franchir, mais à peine. Donc, c'est pas très puissant. Alors, comment fait-on et que peut-on faire sur le CAC 40 dans ce cas-là? D'abord, est-ce que j'ai particulièrement envie de traiter le CAC 40? Pas des masses. Si je dois traiter un indice, je veux acheter. D'abord, là, je suis obligée d'acheter. Hein. Vous avez compris qu'avec ma méthodologie, étant donné que j'ai quand même beaucoup plus de tendances qui sont haussières et je n'ai pas de tendance baissière, j'ai à la rigueur des tendances neutres, mais j'ai avant tout des tendances qui sont haussières. Eh bien, il faut que je cherche des opportunités d'achat. Moi, je préfère toujours acheter ce que tout le monde a voulu acheter. Parce qu'en fait, les gens, ils sont lents à changer d'avis. Il y a plein de raisons qui font que les tendances durent, mais ça serait l'objet d'un webinaire en soi. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi, mais c'est ce qu'on appelle la persistance des tendances. Ça veut dire que quelque chose qui est fort et qui monte, ça a plus de chances de continuer à monter que de se mettre à baisser. Et en fait, en ce moment, c'est plutôt le S&P 500 qui me semble le plus intéressant à traiter. Alors, je vais revenir sur le S&P 500, puisque
si moi je veux traiter sur les indices, je vais regarder ces indices et c'est la conclusion à laquelle je vais arriver. Alors sur S&P 500, je vous ai dit, on est en tendance haussière. Et en 4 heures, la façon dont je vais préparer mon trading, c'est que je vais aller chercher mes outils pour tracer. Et je sais que là, j'ai un support. Bon, je ne perds pas de temps à l'ajuster précisément, mais 4333, là, à peu près. Et puis, je vais mettre le support suivant. Hop, le trait horizontal. Le support suivant qui me semble important, il est là. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce point-là qu'on est parti à la hausse et qu'on a donné le signal d'achat. Donc, ça pourrait être celui-là ou celui-là. Mais à l'œil, déjà, mes deux niveaux les plus importants, c'est ces deux-là. Je vais confirmer que ce sont des niveaux importants ou pas en regardant Fibonacci. Je vais faire les retracements de Fibonacci. Alors, je peux appliquer le retracement à cette tendance et, oh, magie, vous voyez ici 38%, donc de ce point-là à ce point-là, on a le 38% qui est juste en dessous de 4333. Alors 38%, c'est le niveau idéal de rebond dans une tendance haussière. Bon, c'est idéal, ça ne veut pas dire que ça marche à 100% des cas, mais quand on enfonce le 38%, sincèrement, c'est que la tendance, elle n'est pas géniale. Elle peut rester haussière, hein, on peut baisser à 62% et repartir à la hausse, on peut baisser à 78% et repartir à la hausse, mais les meilleures tendances, c'est celles qui s'arrêtent de baisser à 38%. Donc, en fait, mon niveau d'invalidation sur cette tendance, je l'enlève, hein, le Fibonacci. Maintenant que je sais qu'il est en gros à 4333, j'ai une petite zone là à laquelle il faudra que je fasse attention, mais enfin, c'est mon niveau d'invalidation. Ça veut dire que tant que je suis au-dessus de 4333, je vais chercher un bon moment, un moment pour acheter le S&P 500. Alors là, on est en train de franchir les sommets. Alors, quand on franchit les sommets, c'est toujours un moment qui est inconfortable parce que parfois, on le franchit et derrière, boum, on réintègre. Mais en même temps, la première règle, c'est que quand on franchit un sommet, il faut acheter. Donc là, vous pouvez penser à votre money management, c'est-à-dire ne pas forcément mettre tous vos œufs dans le même panier tout de suite. Mais je vous ai dit, faites plusieurs opérations, forcez-vous à faire des opérations tous les jours. Donc là, aujourd'hui, tout de suite, bah, moi, si je veux faire le concours, je n'ai pas d'autre possibilité que d'acheter le S&P 500 au niveau actuel. Dans quelle quantité et jusqu'à quand et où est-ce que je me coupe? Bah, je sais que je dois me couper sous 4333. Le 38%, il était un petit peu en dessous. Donc, en fait, il faut que j'ai une tolérance avec un certain bruit parce que, vous le savez, les niveaux, ce n'est pas non plus des trucs qui sont en béton. Donc, je vais regarder la taille d'une barre et je vais m'autoriser un bruit de la même taille qu'une barre. Donc, je le fais à l'œil, hein, ce n'est pas la peine de… voilà. Donc, ça veut dire que je vais mettre mon niveau d'invalidation à peu près là, à 4300, sous 4300. Je le mets dans ma tête, je ne le place pas en machine, moi, mais ça dépend si vous êtes derrière les écrans et si vous êtes très solide dans votre tête ou pas. Mais bon, voilà. Niveau d'invalidation sous 4300. Alors, on vaut 4450. Ça fait 150 points. C'est énorme, bien entendu. Donc, si c'est énorme, je peux tout à fait, j'ai le droit de me dire, en fait, non, c'est pas possible. Je vais aller chercher une action, je vais aller chercher quelque chose d'autre parce que 150 points sur 4000 points, en gros, ça fait 4%. Hein, je vous le fais à la louche. Et c'est un stop qui est beaucoup trop éloigné. Vous avez le droit de penser ça. Hein, il n'y a pas de bonne règle sur le risque qui est à prendre. Sauf que vous avez une décision très importante à prendre. Une fois que vous avez mis tous ces éléments en place de potentiellement j'achète tout de suite, je me stoppe sous 4300, il faut que vous réfléchissiez à la taille de votre position. Parce qu'en fait, la taille de votre position, vous pouvez l'adapter en fonction justement
de votre risque couru. Et le risque couru, pour moi, la seule mesure du risque couru, c'est le nombre de points que vous allez perdre si vous vous coupez en étant perdant. Donc 160 points, vous allez perdre, 150, vous allez perdre. Et donc ce 150, il ne faudrait pas que ça fasse une partie de votre capital trop importante. Alors là, vous êtes dans un concours, donc pour le concours, vous avez peut-être des fonds virtuels. Ne faites pas n'importe quoi, même si c'est des fonds virtuels, mais bien entendu, ce n'est pas très grave de perdre des fonds virtuels. Si ce sont vos vrais fonds, alors peut-être que vous allez faire un sous-portefeuille de votre portefeuille global. Tout ça, il faut que vous le preniez en compte. Mais bien entendu, la règle que l'on donne généralement, c'est qu'il ne faut pas qu'une opération puisse mettre en danger plus de 1% de votre capital. Ce n'est pas une règle qui est inscrite dans le marbre. Ça peut être 1,5%, ça peut être 0,5%, mais c'est un ordre de grandeur. Il ne faut pas qu'en une opération, vous puissiez perdre 20% de votre capital, parce que c'est très dur de repartir quand on n'a plus que 80% de son capital. Donc, oh, pardon, c'est mon chien qui s'énerve. Donc, il faut que ces 150 points représentent, disons, 1% de votre capital. Et ça va vous permettre de calculer combien d'euros vous devez mettre sur votre trade. Alors, ça, c'est si donc on se dit, on fait le S&P 500. Mais maintenant, on peut se dire, bon, OK, la tendance est haussière, mais on est loin du stop sur le S&P 500. Donc, on va chercher peut-être une opportunité sur les actions parce que vous vouliez qu'on fasse des actions. Alors, moi, quand je travaille sur des actions, j'ai des écrans qui sont beaucoup plus complets et en fait, même, je les ai simplifiés par rapport à ce que je fais d'habitude là. D'abord, je vous conseille d'avoir systématiquement parmi vos écrans un écran de l'indice. Donc là, dans le graphique en bas à gauche, c'est le graphique du CAC 40. Enfin, c'est le futur CAC, mais peu importe, c'est un CAC 40. Il va nous servir de référence après quand on va chercher des actions. Ensuite, avant de choisir une action, je regarde tous les secteurs européens. Alors, je pense qu'ils ne sont pas disponibles sur la plateforme IG, mais je vous incite à regarder les différents secteurs européens à partir d'un autre logiciel, ou sinon vous pouvez utiliser des indices européens parce qu'il y a des biais sur les indices européens en fonction des pondérations. Donc ça va quand même un petit peu vous aider. Si on regarde le DAX, par exemple, voilà. Le DAX, il a une très forte pondération en automobile et en industrie par rapport à tous les autres indices européens. Et ce DAX, vous le voyez ici par rapport, donc on a le DAX là et le CAC 40 en dessous. En fait, c'est à peu près pareil. Hein. Le DAX a été plus fort que le CAC au cours du mois de mai parce que vous voyez que pendant le mois de mai, le DAX, il est resté complètement plat. Mais le DAX, récemment, vous voyez qu'il a peut-être un petit peu moins bien rebondi. Enfin, bon, il reste peut-être un tout petit peu plus fort que le CAC 40, mais ce n'est pas très, très perceptible. Alors que si vous regardez l'indice italien qui s'appelle le FTSE MIB, c'est un indice qui a une pondération très forte en banque. Et le FTSE MIB, donc c'est pour ça que l'indice italien s'est effondré après la crise de 2008 et qu'il n'a jamais réussi à remonter jusqu'à aujourd'hui en gros. Donc j'exagère un petit peu, mais ça fait pas très longtemps qu'il a rétabli des tendances, enfin il est en train de franchir des niveaux qui sont très importants. Ce FTSE MIB, eh bien, donc, graphique de gauche, le FTSE MIB en haut, le CAC en bas. Ce FTSE MIB, on avait une résistance à plat, là, qui était en gros à 28 000 points. On l'a franchi avec un gap haussier. Bon, hypothèse de base, c'est que c'est quand même haussier, le FTSE MIB. Alors que le CAC, vous voyez qu'il n'a pas encore franchi ses sommets. Ce FTSE MIB, et puis qu'en plus, les sommets qu'il a eus, là, ils étaient quand même nettement plus en baisse que ceux du FTSE MIB. Hein, ceux du FTSE MIB, là, récemment, ils étaient quand même à peu près plats.
Et puis les deux derniers creux du MIB, 31 mai et 26 juin, ils sont franchement en hausse, alors que les deux derniers creux du CAC, ils sont plats. Donc vous avez un FTSE MIB qui est beaucoup plus fort que l'indice CAC 40. Ça veut dire que les banques sont fortes. Si les banques sont fortes, ben on va regarder des banques. Alors, la banque qui est en général la plus forte, mais ça c'est parce que je les regarde tout le temps, le plus souvent la plus forte, c'est BNP. Bon, ben là, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur un graphique intraday et que, a priori, ici, on a eu un détachement de dividendes et que les dividendes ne sont pas corrigés sur les graphiques intraday. Donc, on a l'impression que BNP, elle a beaucoup baissé, alors qu'en fait, le détachement d'un dividende, c'est pas une vraie baisse, vu que ce que vous perdez en cours de bourse, vous le récupérez sur votre compte en cash. Et ça fait que traiter sur les actions en mai et juin, sur des horizons de temps très courts, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais où sont les bons niveaux. Mais en fait, si vous remontiez cette partie du graphique, bah, vous seriez déjà au-dessus des précédents sommets. Donc, c'est pas si mal que ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal que ça. On va regarder Crédit Agricole. Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, gros trou ici, mais pareil, gros trou fin mai, a priori, c'est le dividende. Mais elle n'a pas encore franchi les récents sommets. Hein. Là, je suis sur mon graphique en base horaire, donc c'est assez court. Ici, en haut à droite, on a le graphique en 4 heures, mais il nous dit la même chose. On est pile sous les sommets, donc c'est pas intéressant d'acheter Crédit Agricole alors qu'on est pile sous les sommets, même si on est convaincu que ça va monter, ce que vous n'êtes pas. Donc si vous vouliez vendre quelque chose, Crédit Agricole, pour le coup, si vous êtes, mais alors, si vous pensez que j'ai tout lu à l'envers, que vous voyez toutes les tendances en sens opposé de ce que moi je vous dis, la Crédit Agricole, elle est idéale à vendre parce qu'elle est pile sous une série de 4 sommets consécutifs à 11 euros. Donc, si vous la vendez maintenant, demain, si on ouvre et qu'elle vaut 11,20, bah vous savez que vous avez tort, vous avez perdu 30 centimes. Voilà, c'est pas la mer à boire. Hein. Mais si vous avez raison, on peut se dire qu'elle va retourner au moins à 10,30. Vous la vendez à 10,90, c'est pas mal. Donc ça, c'est une idée de vente, mais moi, je la retiendrai pas. Elle existe sur Crédit Agricole. Je ne peux pas vous dire que c'est ridicule de vendre Crédit Agricole. Moi, dans mes méthodologies, je ne me mets pas contre le marché. J'ai vu que les indices américains étaient haussiers à intraday, court terme, moyen terme, que le CAC 40 était haussier à moyen terme, en gros, qu'il ne l'était pas franchement sur les horizons de temps plus courts, mais enfin, il n'est pas baissier non plus. Crédit Agricole, bah, je vois que elle est plus, voilà le CAC là en dessous. Donc Crédit Agricole, elle a été plutôt plus volatile à la baisse, mais c'est parce qu'elle a un dividende qui est plus gros que l'ensemble des dividendes du CAC 40 a priori. Mais bon, elle a fait à peu près pareil que le CAC. Donc, j'ai pas envie de la vendre. Si je veux une action à vendre, je vais aller chercher une action dans un secteur qui est très faible, dans un marché qui est très faible. En ce moment, des marchés très faibles, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai une idée d'action potentiellement à vendre. On pourra regarder après parce que vous êtes tous baissiers. Voilà. Donc, en fait, Crédit Agricole, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, tiens, si elle franchit sa résistance, si elle cote 11,10, qu'on ouvre en gap haussier demain, bah, je vais l'acheter demain. Et demain, en fait, on peut avoir un stop sous ce petit creux d'aujourd'hui, là, autour de 10,80. Attendez, on va mettre le trait pour voir. C'est très, très près. On va rajouter un petit peu de bruit, hein, on va se mettre un petit peu en dessous. 10,80. Pourquoi? Parce que imaginez qu'elle ouvre à 11,10. Bon, si tout se passe bien, on achète, hein, parce qu'on a un gap haussier au-dessus d'une résistance. Elle monte, tout va bien, on attend le plus longtemps possible. Si elle baisse en dessous de 10,80, après avoir ouvert à 11,10, on va avoir une bougie quotidienne qu'on appelle un avalement baissier
avec un faux signal au-dessus de la résistance, ça sera très laid. Peut-être que le marché, simultanément, va se retourner aussi d'ailleurs, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va complètement changer la lecture. Donc moi, j'aime beaucoup ce type d'idée parce que la lecture est très simple. Je fais quelque chose si on franchit cette résistance parce que j'ai un très beau signal d'achat, je le suis parce que j'ai tous mes indicateurs qui me disent que c'est ce que je dois faire. Mais je sais aussi que si j'ai tort, j'ai pas de regret. J'ai tenté ma chance, j'ai perdu, c'est pas grave, je retenterai ma chance sur autre chose. Il faut juste ne pas avoir de regrets, il faut savoir pourquoi on a fait les choses et puis on recommence après. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées, Maëva, pendant que je parlais? Non, on n'a pas de Ok. questions, hormis juste la demande sur la plateforme sur laquelle tu as fait tes analyses. Oh, c'est Eikon, Refinitiv. Mais vous n'avez D'accord. pas besoin de cette plateforme-là, hein. C'est pas parce que je la recommande que je l'utilise, c'est parce que moi je dois avoir un univers d'indices, d'actions très très large, parce qu'il faut que je réponde à des questions de clients qui peuvent me demander ce que je pense d'une action coréenne ou n'importe quoi, et que là-dessus j'ai tout, mais sinon c'est pas du tout parce que c'est ce qu'il y a de mieux que je l'utilise, hein. Loin de là, il y a des plateformes C'est qui parce sont qu'il y a énormément de valeur disponible en fait par rapport aux absolument. besoins de tes Ouais, clients. j'ai toutes les news intégrées. Enfin, c'est parce que j'ai un besoin professionnel, il faut que je puisse répondre à des questions spécifiques de clients sur des trucs complètement rocambolesques. Mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça, D'accord? et cette stratégie, on pourrait l'appliquer aussi bien sur la plateforme IG que sur Pro Real Time ou ce genre de choses. Exactement. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur la plateforme IG, donc je ne peux pas répondre. Moi, j'ai accès à des outils professionnels. Ce que vous avez intérêt à avoir, effectivement, c'est quand même des plateformes sur lesquelles vous ayez un maximum d'indices et d'indices sectoriels si vous voulez faire des actions. Parce que, sincèrement, vérifiez ce que fait le secteur, prenez les valeurs qui sont en avance sur le secteur, pas celles qui sont en retard, etc., etc. Donc là, bon, on arrive à 8 heures hein, déjà, le temps passe toujours très vite. Mais ce que j'espère que d'avoir mis en avant pour vous, c'est que vous voyez, quand je vous ai posé le premier sondage, je vous ai demandé est-ce que vous voulez acheter ou vendre. Vous avez plutôt voulu vendre. Alors qu'après, quand vous avez regardé la tendance, vous vous êtes rendu compte que finalement, elle n'était pas si baissière que ça. Et je vous ai montré que quand on regardait le S&P 500, en fait, cette tendance, elle était haussière. Donc, il faut que vous fassiez vos analyses avant de décider si vous voulez acheter ou vendre. Parce que quand vous prenez votre décision de vouloir acheter ou vendre, vous le faites de façon émotionnelle en fonction de vos désirs. Alors qu'il faut que vous mettiez au point une méthodologie qui soit un truc où est-ce qu'à aucun moment, vous ne devez vous demander ce que vous avez envie de faire. Moi, je m'interdis de savoir ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai une méthodologie, j'applique la méthodologie. Je peux me dire, oulala, mais je me dis tout le temps, oulala, mais peut-être que je vais avoir tort. Oui, et ben, so what? Si j'ai tort, c'est pas grave. La prochaine fois, j'aurai raison. Parce que la méthodologie, elle est là, elle a validé le fait que dans le temps, elle avait beaucoup plus souvent raison que tort. Donc, je continue à l'appliquer et je me force à faire ce qu'elle me dit de faire, même si j'ai l'impression que c'est autre chose qui va se passer. Si j'ai peur qu'il se passe autre chose, ma peur et mes envies n'ont rien à voir avec la décision de trading que je dois prendre. Donc, si j'ai une valeur qui est sous la résistance, j'attends qu'on la dépasse. Si elle réintègre sa résistance, peut-être que je ferai demi-tour et que je la vendrai. Mais en tout cas, pour le moment, je ne peux que vous inviter à aller chercher des actions, par exemple, dans le secteur bancaire, mais intéressez-vous aussi au secteur pétrolier parce que le secteur, il est plutôt plat, mais il est dans des tendances qui, à plus long terme, sont haussières. Et donc, peut-être que cette consolidation, le plat dans lequel on est, peut-être qu'on va pouvoir retourner vers le haut de cette consolidation. Donc, sur des horizons de temps en 1 heure, on peut rapidement mettre Total Energy. C'est pas que ce soit la meilleure, hein. Bien sûr, quand on pense valeur pétrolière, on pense tout de suite Total. Alors, le CAC 40 ici,
Total là. Donc, vous voyez effectivement que Total, elle est beaucoup plus faible que le CAC 40. Donc là, je fais un petit peu exception à ce que je vous ai donné comme règle tout à l'heure, mais c'est parce que je sais, pour avoir fait les analyses précédentes, pour l'avoir en tête, que si je mettais un graphique sur un an, un graphique sur 5 ans, eh ben, j'aurais des tendances. En fait, pas depuis 5 ans, mais depuis 2 ans, j'aurais une tendance haussière. Depuis un an, j'aurais une tendance haussière. Il se trouve que là, cette année, c'est plutôt un peu mollasson total. Mais on est revenu à proximité du support. Et puis là, sur un horizon de temps, donc là, on est en 4 heures. Hein, vous voyez que sur l'horizon de temps de 4 heures, là, j'ai 2 creux. Les 2 derniers creux qu'on voit bien, ils sont plats. Là, j'avais un sommet qui était là, et là, maintenant, j'ai un autre sommet qui est là. Donc, en fait, je suis en tout début de tendance haussière. Elle n'est pas encore super forte. On peut encore hésiter, bien entendu, parce qu'il y a plein de résistances au-dessus. Mais quand on est au début d'une tendance, ça veut dire que, en fait, on sait assez rapidement si on a tort, et donc on ne peut pas perdre grand-chose si on a tort. Donc, valeurs bancaires, valeurs pétrolières, c'est des valeurs à surveiller. Et donc, sur les indices, il faut plutôt favoriser des indices qui ont des banques et du pétrole, mais peut-être que je voulais vous montrer dans les valeurs qui sont pas extraordinaires en général. Si jamais on a un signal et que tout d'un coup, le CAC 40 devient faible, Porsche. Alors, j'ai pas le temps de vous montrer le secteur automobile, mais voilà le CAC, voilà Porsche. Bon, en fait, la tendance baissière, vous voyez que sur le CAC, on a bien des creux qui montent et des sommets qui montent, alors que sur Porsche, on a des sommets qui baissent et des creux qui baissent. On a eu aussi des creux qui montaient un peu, hein, elle a essayé de monter, mais elle n'a pas réussi à faire un nouveau sommet. Donc, sur le CAC, on a un biais haussier qui est très lent. Sur Porsche, on a un biais baissier. Donc, en fait, c'est ça le principe d'un marché qui monte pas vite, c'est qu'on a des valeurs qui montent et des valeurs qui baissent dans un marché qui bouge pas vite. Donc, Porsche, c'est une candidate à la vente, alors que BNP ou Crédit Agricole sont potentiellement des candidats, ou Total sont des candidats à l'achat. Donc, les moments où le CAC 40 s'apprête à accélérer à la hausse parce qu'il vient d'arriver sur un support, vous allez privilégier des achats et vous allez regarder vos valeurs fortes que vous avez mis dans votre liste de valeurs fortes. Les moments où le CAC 40, il a beaucoup monté, depuis 3 jours, il a beaucoup monté, et donc vous vous dites oh là là, ça commence, il va falloir qu'il souffle quand même à un moment ce CAC 40. Et bien là, vous allez aller voir les valeurs qui sont les valeurs faibles pour essayer plutôt de les vendre. Si le CAC 40 vous dit qu'effectivement il doit repartir à la baisse. Donc voilà, préparez ça, préparez ces listes, préparez les valeurs que vous achèteriez quand le marché va monter, les valeurs que vous vendriez quand le marché va baisser, et recommencez tout le temps vos analyses. Peut-être qu'elles arriveront tout le temps à la même conclusion, mais posez-vous tout le temps la question de est-ce que quelque chose a changé ou pas, parce que si ça a changé, je change d'avis, quoi. C'est pas votre, c'est le marché qui change. C'est pas vous qui avez tort ou vous qui avez raison. Le marché a le droit de changer et s'il change, vous devez changer avec lui. Et voilà, pas s'entêter. Il ne faut pas non plus faire la girouette. Il faut être objectif face à son graphique, mais je vous ai montré un outil qui est à la fois très simple et très compliqué. C'est la tendance. C'est le seul outil que les algorithmes ne sachent pas utiliser parce que tous les algorithmes utilisent les indicateurs, mes amis. Voilà, donc méfiez-vous des indicateurs parce que tous les algorithmes les utilisent et ils les utilisent plus vite que vous. En revanche, les tendances, les machines, elles ne savent pas les identifier a priori à aujourd'hui. Elles ne savent pas les exploiter. Donc, c'est là que vous avez une carte à jouer pour être plus fort qu'eux. Voilà, donc si vous avez une dernière question avant qu'on s'arrête, et sinon, voilà, je ne vous ai pas donné des idées clés en main, hein, vous avez compris que ça va changer tous les jours parce que c'est des idées quand même très court terme qu'il faut que vous fassiez. Et pour le moment, je pense sincèrement qu'il faut plutôt que vous cherchiez des idées à l'achat quand même.
Merci beaucoup Valérie pour les clés de cette stratégie. C'était très clair et j'ai moi-même appris énormément de choses. Donc vraiment très très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, besoin de précision? Je vous laisse les indiquer. Alors, on me demande s'il y aura les slides. Non, vous n'aurez pas les slides. Néanmoins, la présentation, elle va être disponible en replay dès demain sur IG Academy et également sur notre chaîne YouTube, hein. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir sans problème. En attendant que vous rédigez les questions, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, @IG France. Sur la chaîne YouTube également, vous pouvez vous abonner et pensez bien à cliquer sur la petite cloche, ce qui vous permet d'être alerté à chaque fois qu'une vidéo est ajoutée. Alors, ça y est, on a quelques questions. Les moyennes mobiles sont-elles utiles pour voir une tendance? Exemple, moyenne mobile 200 périodes. Non, ça sert à rien. C'est toujours en retard. Alors, euh, une moyenne mobile, c'est les cours du passé que vous regardez. Mais votre œil, il regarde aussi les cours du passé. Alors, si vous avez peur que votre œil vous trahisse, parce que votre œil est trop vite connecté à vos émotions, ce qui est le cas hein, chez beaucoup de gens. La moyenne mobile, c'est un espèce de filet de sécurité qui va vous dire hey, tu as envie de vendre, mais regarde, toutes tes moyennes mobiles sont haussières. Alors ça, c'est pas malin d'essayer de vendre quand toutes les moyennes mobiles sont haussières. Mais en fait, d'analyser la tendance en fonction de la définition de la tendance, hein, à savoir deux creux et deux sommets qui se succèdent, qui sont plus hauts 2 à 2, c'est la façon la plus rapide de savoir si la tendance est haussière ou pas. Et surtout, c'est la seule façon d'avoir un niveau d'invalidation qui est intéressant. Parce que, comme vous le savez peut-être, le souci, c'est pas tellement quand on a raison. Quand on a raison, on s'en sort et on gagne de l'argent. C'est quand on a tort. Et quand on a tort, eh ben, il faut impérativement savoir se couper. Mais pour savoir se couper, il faut avoir un niveau auquel on se coupe qui est un niveau intelligent. Par intelligent, j'entends que il ne faut pas que juste après vous être coupé, 3 fois sur 4, le marché reparte dans le sens dans lequel vous étiez auparavant. Il faut que quand vous vous coupez, ça se passe mal derrière. Je vous assure qu'un trade sur lequel on perd de l'argent, mais on se dit, oh dis donc, heureusement que je me suis coupé parce que sinon j'en aurais perdu 3 fois plus, on est très content de soi. Et on continue à appliquer sa méthodologie parce que c'est une bonne méthodologie qui vous évite ce genre de perte. Donc, il n'y a que cette définition de la tendance qui va vous permettre d'avoir des niveaux d'invalidation que vous voudrez continuer à utiliser. Bien sûr, il faut que vous preniez le temps de maîtriser la méthode, hein. La moyenne mobile, c'est plus facile de voir si elle monte ou elle baisse, mais elle ne vous donne pas de niveau d'invalidation. Voilà, donc moi, j'ai abandonné tous les indicateurs. Vous voyez, il n'y a aucun indicateur sur mes graphiques. Ça sert, pour moi, ça sert à rien. Tout est sur les prix. Les indicateurs, que ce soit des moyennes mobiles, des RSI, c'est que des cours qu'on additionne et qu'on multiplie. Donc, c'est toujours la même chose que ce que vous avez sur le graphique présenté différemment. Je suis d'accord avec toi, je me permets de rebondir parce qu'il y avait une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser le RSI pour les analyses? Si je résume, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais en tout cas, ce que préconise Valérie, c'est que finalement, toute l'information est déjà contenue dans le prix, donc dans les bougies, et finalement, c'est suffisant pour analyser la tendance et prendre sa décision d'investissement. Absolument. Mais on a d'autres séminaires qu'on fera ensemble. Et on reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet important. J'avais un slide qui était prévu là-dessus pour vous en parler, mais la question arrive trop tard. Donc, ce sera pour une autre fois. Je vous dirai pourquoi. Je pense que c'est complètement inutile d'utiliser les indicateurs. Et j'ai des preuves tout à fait documentées, hein. C'est pas que mon opinion personnelle. Merci en tout cas pour ce super webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et puis rendez-vous très bientôt pour, bon courage, pour bon les trade. nouveaux thèmes. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera dès demain pour ceux d'entre vous qui participent au concours. Demain, ma stratégie pour ce Summer Trading Challenge. Et on sera en compagnie de Vidéo Bourse. Merci à tous. Merci Valérie et à très bientôt. Bonsoir.